Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus depuis les plateaux des studios PM pour cette nouvelle émission en mode éco organisée en partenariat avec l'Agence de développement économique régional ADOC. Une émission pas tout à fait comme les autres puisque, et c'est une première, elle est préparée et animée par deux médias économiques régionaux, la Lettre M dont je suis le rédacteur en chef et Tout l'écho, représenté à mes côtés par Martin Vinzal, son directeur de la publication. Bonsoir Martin. Bonsoir Alexandre. En effet, c'est un format tout à fait original avec une émission au cours de laquelle des chefs d'entreprise vont partager leur analyse et leurs solutions à travers 4 thématiques: l'innovation, le financement, la transition écologique et le recrutement. 4 sujets pour lesquels nous allons d'ailleurs avoir à chaque fois un éclairage de la part de Victor Gajan de l'agence Big Happy que je vais présenter de suite. Victor, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Big Happy, une agence de conseil en marketing et communication qui a développé ses propres outils de traitement de données et d'intelligence artificielle pour mieux décrypter les comportements des usagers. Alors, quelle méthodologie vous avez mis en place pour notre émission de ce soir ? Alors nous avons mis en place une technologie spécifique de traitement de données pour reprendre des choses que tout le monde connaît, c'est-à-dire les études quanti. Non, nous n'avons pas posé une question à un certain nombre de personnes, un échantillon représentatif de la société de 700 à 3000 personnes. Nous sommes allés analyser quelles sont les recherches des internautes sur une année complète et nous avons analysé cette évolution. Pourquoi nous utilisons cette technologie? Parce qu'aujourd'hui, il y a 8,5 milliards de recherches tous les jours dans le monde sur Google. Sur une étude que nous réalisons, nous regroupons 3 à 5 millions de recherches mensuelles pour comprendre les comportements des personnes, leurs besoins, leurs préoccupations et leurs attentes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la technique, de comment tout ça fonctionne, mais nous traitons des ensembles de données avec des systèmes de vérification pour bien vérifier que chacune des recherches faites par un internaute est bien dans le contexte de ce que nous cherchons à prouver. Nous sommes, par rapport à un sondeur, plutôt des anthropologues qui analysons des recherches puisque nous ne posons pas de questions. Sur les éléments que je vais vous montrer, j'ai pu scroller en moyenne 6000 sites internet par mes algorithmes. On peut scroller l'ensemble des sites internet présents sur la toile. On analyse donc un an de recherche et on va aller regarder l'évolution des recherches depuis 2020 et donner une prédiction de ce que les internautes, les Français, vont rechercher à travers Internet sur une année supplémentaire. Nous sommes aussi capables d'analyser la pression concurrentielle, ou en tout cas qui c'est qui prend la parole sur chacune des thématiques pour en tirer des enseignements que ensuite les décideurs que vous êtes pourront analyser et rebondir sur ces éléments. Merci beaucoup, merci infiniment Victor. Alors Martin, nous avons la chance d'être bien entourés ce soir, puisque nous accueillons autour de cette table Djalil Benabdillah, vice-président de la région Occitanie, délégué à l'économie, à l'emploi, à l'innovation, à la réindustrialisation et par ailleurs vice-président d'ADOC, Mathilde Boulachin, présidente de Pierre Chavin, Benjamin Chaland, cofondateur de Lundi Matin, Mathieu Hed, PDG de MH Industrie et Florence Robin, présidente de l'Imatech. Tout d'abord, un premier tour de table pour présenter en quelques mots les entreprises de nos invités. Tout à fait Alexandre. Mathieu Hed, bonjour. Bonjour. Plutôt bonsoir. Vous êtes le PDG de la société MH Industrie, groupe industriel installé dans le Lot. À l'origine de votre activité, il y a la fonderie familiale que vous avez intégrée en 2003 et que vous avez développée à grands coups de rachat et d'ouverture de capital. Aujourd'hui, MH Industrie, c'est 37 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 370 collaborateurs, dont l'essentiel se trouve en Occitanie. Et votre rythme de croissance, c'est 10 à 15% par an. Votre objectif, dépasser les 100 millions d'euros de CA d'ici 2030. C'est ce qu'on va voir avec vous dans quelques instants. Mathilde Boulachin, vous êtes la cofondatrice de la société Pierre Chavin, basée à Béziers. Votre entreprise, qui compte 18 salariés et a enregistré 11 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023, est spécialisée dans le négoce de vin et notamment, nous le verrons, dans les vins sans alcool. Vous réalisez 93% de votre chiffre d'affaires à l'international dans quelques 65 pays. Florence Robin, bonsoir. Ça. Vous êtes la fondatrice et PDG de la société l'Imatech, entreprise lancée en 2016 à l'issue d'un concours avec le CEA. Vous avez conçu une batterie au lithium adaptée au marché de l'aéronautique car plus légère et plus efficace que les solutions traditionnelles. Et cette année, vous passez la vitesse supérieure avec une levée de fonds en préparation de 20 millions d'euros, notamment une partie en crowdfunding, et on en parlera tout à l'heure également.
Et enfin, Benjamin Chaland, vous dirigez la société montpelliéraine Lundi Matin, spécialisée dans l'édition de logiciels de gestion. Aujourd'hui, votre entreprise compte environ 200 salariés et vous multipliez les opérations de croissance externe. Historiquement éditeur d'ERP, vous déployez également désormais des logiciels de caisse et des logiciels de marketplace, mais on évoquera ça tout à l'heure. Ce tour de table ne sera évidemment pas complet sans vous, Djalil Benabdillah. Si Haddock a souhaité être partenaire de cette émission, c'est évidemment pas un hasard. Dans le contexte actuel, accompagner les entreprises en leur donnant les clés concrètes pour se développer est plus que jamais stratégique. Oui, c'est très important et merci pour l'invitation. La plupart des entreprises présentes sur ce plateau ont eu contact avec notre agence de développement économique Haddock, qui est le bras armé de la région pour mettre en œuvre les politiques économiques sur tous les territoires de la région Occitanie. Et donc, dans un moment important pour notre région et pour notre pays de redéploiement, de réindustrialisation, et il y a des sujets importants pour les entreprises. Et donc, l'agence Haddock est à leur côté. Et donc, c'est naturellement qu'on s'est présenté ici comme partenaire de cette émission. Très bien, on va de suite démarrer avec la première séquence. Il s'agit de la séquence financement. Victor Gageon, sur cette séquence financement, quels sont les besoins de financement des entreprises régionales? Est-ce que la Startup Nation est une réalité en Occitanie? Alors, sur le premier graphique que vous pouvez voir, et pour vous répondre, Martin, on voit ici l'augmentation des recherches en Occitanie sur toutes les thématiques liées au financement. Donc, juste pour débriefer les chiffres que vous avez ici, quand il y a marqué 4570, c'est le nombre de recherches en moyenne mensuelle sur une année. Donc, on voit que ces recherches progressent. On voit qu'elles progressent et dedans, je vais détailler les différentes thématiques qui sont en progression. Et les thématiques en progression qu'on peut voir ici, c'est tout d'abord les recherches de financement pour de la trésorerie, c'est les requêtes liées à l'affacturage et aussi les demandes de prêt. Donc voici les trois grandes thématiques au sein du financement qui sont en progression. En revanche, vous me posiez la question sur la Startup Nation. On voit qu'aujourd'hui, sur les recherches liées au levée de fonds, les recherches stagnent. Sur les aides et subventions, on a de moins en moins de recherches depuis 4 ans et en prédictif, ça continue, ainsi que le financement participatif où je ne sais pas si les personnes y croient de moins en moins, en tout cas, elles s'y renseignent de moins en moins. On a l'impression avec ce dernier graphique en tout cas qu'aujourd'hui les recherches sont plutôt liées à comment pas sauver mon entreprise mais en tout cas dans un moment difficile économiquement solidifier mes acquis plutôt que d'aller rechercher des financements pour augmenter ma croissance. Mathilde Boulachin, je me tourne vers vous. Côté financement, je suppose que les sollicitations d'investisseurs ne manquent pas. Pour autant, vous avez fait historiquement le choix de l'autofinancement. Pourquoi ce choix ? Alors, je suis bon père de famille. La croissance organique, pour moi, a été le choix stratégique qui a été fait pour garder une forme d'autonomie. Après, je pense qu'effectivement, pour aller plus vite, plus loin, il y a peut-être une reconsidération à faire. Maintenant, quand on parle de zéro, comme moi, avec 5 000 € en poche, fatalement, attirer les investisseurs ou les financeurs, c'était pas si aisé que ça. Donc, il fallait faire ses preuves. Je pense qu'aujourd'hui, on peut remettre potentiellement ces discussions sur la table. Ah, l'appel est peut-être lancé. Ah non, je suis déjà assez sollicitée. Mathieu Hed, le financement, c'est un peu le nerf de la guerre concernant votre entreprise. D'abord parce que votre secteur, l'industrie, nécessite des besoins en capitaux importants, mais aussi parce que vous avez des ambitions de croissance importantes. Il est sûr que quand on reprend une entreprise familiale de 35 personnes et qu'on veut diriger un groupe de plusieurs milliers dans un métier aussi capitalistique que le nôtre, l'ouverture de capital, les levées de fonds sont juste indispensables. Donc il faut juste le faire dans de bonnes conditions. On l'a fait très tôt. Nous, dès 2013, on a fait des levées de fonds. Et bien soutenu d'ailleurs par tous les outils mis à la disposition de la région, hein, l'IRDI en tête, et à l'époque c'était Midi-Pyrénées Croissance, donc en fait il y avait absolument tous les outils mis à notre disposition pour nous permettre de le faire. Très bien, et comment justement vous attirez les investisseurs ? En tenant nos promesses. C'est-à-dire ? D'abord, on a les investisseurs qu'on souhaite. Je
pense que c'est important de le dire. Il faut être en accord avec des valeurs communes, un objectif commun. Nous, on a choisi des acteurs locaux, régionaux, qui avaient comme valeur commune la création de valeur sur le territoire et la création d'emplois aussi, hein, qui sont des choses importantes pour nous. Et à partir de là, il faut bien comprendre quelles sont leurs motivations, quelles sont leurs durées d'engagement et essayer de tenir les engagements communs et les objectifs qu'on s'est fixés ensemble. Jusqu'à maintenant, on y arrive. Et donc, l'année dernière, on a fait une 3e levée de fonds, cette fois-ci avec le soutien de la BPI, qui, vu notre taille, devient un acteur aussi indispensable comme soutien. Benjamin Chaland, sur ce sujet, alors je sais que vous êtes vous aussi régulièrement sollicité par les investisseurs, mais vous avez jusque-là fait le choix de vous auto-financer. Pour quelle raison ? Je dirais un petit peu comme Mathilde, le choix s'est imposé à nous-mêmes pour lancer la société en partant de pas grand-chose. Lundi Matin a été rentable dès le premier jour et on s'est organisé comme ça. Il y a eu des phases où on a cherché à lever des fonds et on n'avait pas réussi à convaincre des fonds. Et puis ensuite, ce sont les fonds qui sont venus nous chercher et on n'avait pas besoin d'eux. De timing, là, du coup. Voilà, c'est une histoire de timing, d'opportunité, de direction que prend l'entreprise. Aujourd'hui, on arrive à faire de la croissance externe sans s'endetter sur la base de nos fonds propres, sur la base de notre rentabilité. Et donc, on va continuer comme ça. Mais la question se pose et se repose en permanence de savoir est-ce que c'est le bon moment de lever, dans quelles conditions le faire, pourquoi faire surtout. Ce financement extérieur, vous aurez peut-être le besoin de faire appel à lui, sachant que c'est de l'argent qui coûte cher. Et puis, il y a la question de l'indépendance aussi. Voilà, mais en fait, il y a les outils. Finalement, il y a l'autofinancement, il y a les emprunts, et les emprunts bancaires ou les aides de la BPI ou de la région. Et ensuite, il y a la levée de fonds. Et je pense qu'il ne faut pas négliger les 2 premières étapes avant de se tourner vers la 3e. Mais encore une fois, tout dépend du profil de l'entreprise et de ses projets. Très bien, on va poursuivre ce tour de table avec Florence Robin. Votre société Limatech a un parcours atypique, puisque vous êtes à la fois une start-up et une entreprise industrielle. Est-ce que dans ce cas de figure, c'est facile de mobiliser des financements ? Pas du tout. Et c'est vrai que maintenant, il existe un terme pour ça, c'est les start-up industrielles. Et ça n'existait pas quand on a commencé l'aventure en 2016. Et ça s'est mis à exister il n'y a pas si longtemps. Et BPI a énormément aidé dans ce domaine-là. Et même aujourd'hui, je fais partie du board de Start Industrie, qui est en fait une association qui rassemble quelque part les 2500 startups industrielles de France. Et tous ensemble, on peut faire évoluer les choses avec les institutionnels, faire du lobbying, etc. Et se serrer les coudes parce qu'on est tous des startups industrielles, donc il y a quand même un peu de difficulté, surtout pour lever les fonds. Sachant que quand on est une startup industrielle, il y a besoin de beaucoup de CAPEX, donc de matériel industriel. Souvent une usine, même des fois des murs, etc. Et donc il y en a certaines qui ouvrent un peu la voie aux autres. Celles qui vont arriver, surtout que le gouvernement a quand même des objectifs clairs et ambitieux du nombre de startups industrielles qui veulent créer, le nombre d'usines qu'ils veulent créer en France, etc., par an. Enfin, bon, ils ont tout un programme, quoi. Et alors, au niveau du financement public, ça suit plutôt bien. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des subventions, il y a des fonds, il y a des aides au niveau prêt bancaire, etc. Par contre, au niveau privé, c'est là où c'est plus compliqué. Plus compliqué, on a parlé de crowdfunding. Victor Gajan a dit que c'était des requêtes de moins en moins importantes. Pourtant, vous utilisez ce dispositif-là pour votre levée de fonds de 20 millions d'euros. Exactement. En fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait un ordre dans les choses. Donc effectivement, il y a plusieurs dispositifs et il faut mieux les prendre dans l'ordre et c'est ce qui ouvre souvent l'étape d'après. Aujourd'hui, nous, on a déjà levé 16 millions d'euros depuis la création et on a fait 3 levées de fonds. Là, on est sur la 4e. Et cette 4e levée de fonds, donc on fait effectivement une partie en crowdfunding, où il y a une partie minoritaire qui est en participatif, c'est-à-dire que le grand public, tout le monde peut investir aujourd'hui chez Limatech. Il y a le lien sur le site internet, il y a la plateforme qui est en cours de création, etc. Ce qui est très important, et ça c'est une aide du gouvernement, pour toutes les startups industrielles JEIR, donc Jeunes Entreprises Innovantes de Rupture, il y a aujourd'hui 50% de défiscalisation au niveau des impôts pour les 4 prochaines années en crédit d'impôt. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne qui paye des impôts aujourd'hui, et qu'en a marre, eh bien, ils peuvent investir dans ce type de société
Et au lieu d'avoir, comme pour d'autres placements, peut-être jusqu'à 30% de défiscalisation, là, on monte jusqu'à 50%, ce qui est énorme. Et donc, par exemple, si on paye 1 000 € d'impôts à l'année et que ces 1 000 €, on les met dans ces startups-là, eh bien, l'État rembourse 500 €. Si on met 2 000, il rembourse 1 000. Si on met 8 000, par exemple, ils vont rembourser les 1 000 sur 4 ans. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, on va en voir peut-être dans la partie innovation de tout à l'heure. Jalil Benabdillah, voilà des témoignages éclairants en matière de financement. Quel regard vous portez sur ce thème ? D'abord, dire moi-même, il y a un petit quart de siècle, j'ai créé une start-up industrielle. Et donc, je connais la problématique de la valorisation des start-up industrielles et du sujet de la valorisation qui pose problème parce qu'on ne valorise pas suffisamment les goodwills et notamment la territorialisation de ces start-up qui vont créer de l'emploi durable, pérenne et non délocalisable dans nos territoires et hors métropole. Donc, ça, c'est un sujet sur lequel moi, je suis mobilisé depuis longtemps. Et puis, je suis très content de voir les réussites qui sont autour de la table. Lundi matin, j'ai connu au tout début de l'histoire et je vois le succès que c'est aujourd'hui. La région s'est organisée pour répondre aux enjeux stratégiques importants. Elle n'a pas attendu la crise Covid pour le faire. On avait un fonds souverain régional de 200 millions d'euros sur l'ancien mandat. La présidente a souhaité qu'il soit doublé. Aujourd'hui, nous ambitionnons un fonds régional souverain de 400 millions d'euros. Concrètement, c'est la capacité de la région à devenir actionnaire de projets importants sur ces thématiques stratégiques. Donc, quand un projet est stratégique, souverain, structurant pour un territoire ou pour une filière, la région peut être au haut de bilan. Donc, c'est 400 millions d'euros, c'est pas négligeable, dans lequel vous avez l'ARIS, l'Agence régionale des investissements stratégiques, qui porte son nom, qui a déjà mis une vingtaine de millions d'euros dans certaines entreprises importantes, comme Genvia, comme Ascendance Flight, dans des startups technologiques, sur des secteurs importants. Le deuxième, c'est donc la transition écologique, qui est très importante. Donc, on a Octet avec Oxygène et Oxydev, qui sont aussi des fonds qui permettent donc de pousser les entreprises dans la nécessaire transition environnementale et qui tient compte de l'urgence climatique. Ça, c'est le haut de bilan. Vous avez aussi, bien sûr, nos partenaires régionaux, les fonds régionaux, comme Irdisoridex, ça a été dit, donc j'y reviens pas, dans lesquels la région met aussi des fonds importants. Sur la trésorerie, et ça, c'est pas négligeable aussi, sur le financement, puisqu'on parle de financement, il n'y a pas que le haut de bilan, il y a aussi le post-remboursement PGE et les difficultés de beaucoup d'entreprises à avoir. On a mis en place, donc, Foster, région Occitanie, qui sont des prêts et des garanties sans caution, sans garantie personnelle et qui permettent de financer les besoins en fonds de roulement, la trésorerie, l'immatériel, le recrutement. Enfin, aujourd'hui, c'est une solution. C'est sur le mandat dernier jusqu'en 2023, c'est 100 millions d'euros pour la région qui a permis à des banques de délivrer plus d'1,2 milliard d'euros de prêts donc pour les entreprises et ça concerne les TPE, les PME, très majoritairement et surtout dans tous les territoires, dans nos 13 départements. Pour nous, c'est très important que ça ne reste pas concentré uniquement sur les métropoles. Et bien évidemment, on fait le lien, pour finir, avec le niveau national, et ça a été dit, avec BPI, avec France 2030. Et nous sommes une des régions dont le trio de tête en matière de captation des financements France 2030. Donc on est très actifs, en lien avec l'État, avec le préfet et ses services pour pouvoir pousser les projets qui sont les plus importants, les plus structurants. Et évidemment, je peux même monter jusqu'à l'échelle européenne avec les IPCEI, ce qu'on appelle les projets d'intérêt européen, auxquels on en a plusieurs ici, qui comptent plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement et donc de financement. Voilà un petit peu le rôle de la région donc, qui est mobilisé sur le sujet du financement. Merci beaucoup. Alors nous allons maintenant passer à la deuxième séquence de cette émission qui est consacrée à l'innovation. Là encore, avant d'entendre nos invités, nous allons nous tourner vers vous, Victor Gajan, de l'agence Big Happy. Victor, l'innovation est évidemment un vaste sujet, innovation technologique, innovation de service, innovation d'usage. Les entreprises d'Occitanie ressentent-elles toujours aujourd'hui, j'allais dire plus que jamais, le besoin d'innover ? Alors, oui et non, on va dire. Donc, je vais vous montrer quelques chiffres. Le premier chiffre que je vous donne ici, c'est les recherches en France sur l'innovation. Donc, on a encore une fois les recherches mensuelles, moyennes sur une année. Donc, on voit qu'on a une baisse sur 2022, 2023 et en prédictif sur 2024 sur toutes les recherches liées à l'innovation, que ce soit innovation digitale, innovation technique, financement de l'innovation. On retrouve cette baisse aussi
en Occitanie, mais cette baisse est beaucoup moins importante en Occitanie, donc les recherches autour de l'innovation se maintiennent en Occitanie. Si je repars maintenant au niveau France, on peut voir sur ce graphique les différences entre les recherches autour de l'innovation, les recherches autour du crédit impôt recherche et les recherches autour de la R&D. On a une dynamique de baisse sur les recherches autour de l'innovation et de la R&D. Néanmoins, sur les recherches CIR, donc crédit, impôt, innovation, là par contre, les recherches augmentent. Et en Occitanie, les recherches sur le crédit, impôt, innovation sont même au-dessus des recherches sur l'innovation et la R&D. Ce qui est vraiment important, c'est-à-dire qu'en fait, il faut maintenir un financement de l'innovation pour permettre aux entreprises de continuer à innover. Sinon, par rapport à la séquence précédente, on voit que leurs efforts vont être pour maintenir leurs entreprises à flot. Merci beaucoup Victor. Alors Mathilde Boulachin, sur ce front de l'innovation, vous donnez le là en misant sur des innovations de rupture sur un marché qui est finalement porté par des siècles de tradition. Alors 20 siècles d'histoire vinique qu'il y a fallu dépoussiérer. Quand on part de rien, je pars du postulat où il faut fatalement innover, c'est un devoir. C'est pour pouvoir sortir du lot. Personne ne m'attendait dans l'industrie du vin il y a 15 ans, quand j'ai créé la maison Chavin. Et c'était un véritable devoir que de devoir innover. Donc dépoussiérer les codes, s'interroger sur ce que veulent les marchés finaux, les consommateurs finaux et ceux de par le monde, s'interroger au multiculturalisme, s'interroger sur des réflexions diverses et variées. Donc l'innovation, oui, un devoir et une constance. C'est-à-dire que les rampes chez nous d'Inno sont accélérées, on lance des produits très régulièrement, on s'interroge, on fait, on refait, on redéfait, on teste les marchés et ça fait partie d'un mindset, si je peux m'exprimer ainsi, et d'une valeur forte au sein de la société. Et finalement, votre processus de R&D, il est par nature pluriel parce que vous devez à la fois séduire les amateurs de vin en quête de nouveautés et puis ceux qui n'ont aucun référentiel sur la consommation de vin. Alors effectivement, je le nomme bipolaire même. Donc on va parler à des consommateurs de vin, mais qui sont plutôt hybrides et qui cherchent à diversifier leur consommation, à avoir tantôt du vin et tantôt des vins sans alcool, donc des solutions sophistiquées. Donc je les appelle les consommateurs hybrides. Et ensuite, on a effectivement des consommateurs qui ne consomment absolument pas de vin, qui n'ont aucun référentiel, aucune culture de la dégustation. Et là, pour le coup, c'est une approche un petit peu plus différente. Et d'ailleurs, une approche produit qui est travaillée dans un angle d'attaque avec des nuances différentes. Très bien. Florence Robin, l'innovation, c'est carrément l'ADN de la société Limatech. Comment vous la travaillez aujourd'hui ? Alors déjà, on a fait un transfert technologique effectivement du CEA vers nous en 2016. Donc tout ça, c'est parti d'une innovation. Comment on la travaille ? Eh bien, c'est simple, on l'arrête pas, on l'arrête jamais. On a du coup divisé la R de la D, donc la recherche du développement. Le développement, c'est pour mettre les produits sur le marché, les évoluer petit à petit. Et puis la R, c'est vraiment la recherche. Et du coup, on réfléchit vraiment, on essaye de ne pas être pollué par ce qui existe déjà. Et on n'a pas peur de tout refaire, de repartir à zéro, feuille blanche, et se reposer les mêmes questions, se reposer les bonnes questions, se dire mais comment finalement on peut contourner certaines choses, etc., pour toujours innover et avoir un coup d'avance. Dans tous les cas, dans l'industrie, c'est souvent ce qu'il faut, c'est toujours avoir un coup d'avance. Alors après, on a un petit peu de chance, c'est qu'on est dans l'aéronautique. Et donc, dans l'aéronautique, il y a quand même une souveraineté. On est un petit peu protégé, on va dire, des concurrents des puissances étrangères, quoi. Alors, vous avez à peu près une douzaine de brevets, dont certains sont déposés à l'international. Puis, je crois même que vous avez un brevet sur une innovation carrément de rupture. C'est ça, on a 12 brevets déposés en France, bien sûr, en Europe et dans des pays internationaux stratégiques. Et il y en a certains qu'on a vraiment étendus plus que d'autres parce qu'ils étaient très innovants. On a des notations sur des brevets et il y a certaines notations qui sont plus élevées que d'autres. C'est là comme ça qu'on peut vraiment savoir s'ils sont plus innovants ou moins innovants, etc. Et on a un brevet qui a une notation, la même notation par exemple que le brevet de la carte à puce, en termes d'innovation. On nous l'avait d'ailleurs signalé, c'était l'INPI qui nous a dit alors celui-là, il est vraiment très innovant de brevet. C'est un brevet qui nous permet d'augmenter de 150% la densité de puissance des accumulateurs.
juste grâce à l'électronique. Un accumulateur, donc c'est comme une pile au lithium finalement. Nous, on n'est pas électrochimiste, donc on ne fabrique pas ça. Nous, on achète ces accumulateurs et on fabrique l'électronique, la mécanique et le software qui va autour pour créer la batterie et bien sûr compliance avec toutes les normes aéronautiques. Et donc ces accumulateurs, on a pu faire un test, c'était en début d'année 2023. On a fait des tests sur hélicoptère et sur Beechcraft aussi, où on a pris notre batterie et on a fait des démarrages consécutifs de la turbine. Sachant que, par exemple, une vieille technologie, plomb ou nickel-cadmium, fait 3 démarrages. Sachant que notre concurrent lithium, et on n'en a qu'un aux États-Unis aujourd'hui, qui a réussi en tout cas à certifier une batterie au lithium, qui utilise les mêmes accumulateurs que nous, en fait 5 des démarrages. Et nous, donc avec la même chimie, même les accumulateurs, mais une autre électronique, on a réussi à en faire 13. Et c'est comme ça qu'on a vu le gap et les 150% dont je vous parlais. D'où l'importance évidemment de protéger ces innovations. Et surtout, une innovation qui, bon, ok, dans l'aéronautique c'est super, mais qui peut s'appliquer, puisqu'on parle d'une carte électronique, qui peut s'appliquer à n'importe quelle chimie, qui peut s'appliquer à n'importe quel secteur d'application, n'importe quelle typologie de batterie. Donc potentiellement quelque chose qu'on pourrait licencier et vendre à d'autres fabricants de batteries dans d'autres domaines, l'automobile par exemple. Très bien. Benjamin Chaland, alors en tant qu'éditeur de logiciels, l'innovation c'est évidemment un prérequis. Oui, je pense que tout ce qui se dit là, on peut se l'approprier. Lundi matin est arrivé en premier sur un marché de l'ERP, du logiciel de gestion commerciale, qui ne nous avait pas attendu, qui avait 30 ou 40 ans, avec des concurrents qui sont d'envergure et de taille gigantesque parfois. Et comment on se distingue? En essayant d'apporter une touche personnelle. Ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup de conviction dans ce qu'on fait, il faut s'écouter, il faut se faire confiance, il faut prendre des risques. Mais effectivement, c'est la seule voie d'accès à un marché si on veut arriver à percer. Aujourd'hui, on continue à innover en multipliant les logiciels. Nous, notre terrain de jeu, c'est la communication entre les logiciels. Quand une entreprise elle a un ERP et un logiciel de caisse, il faut que ça communique et il faut le faire mieux que les autres. Donc ça, c'est notre terrain de jeu. Pareil pour le e-commerce, pareil pour les marketplaces. Ce sont des logiciels qui sont communicants par nature. Et on s'évertue à les faire mieux communiquer. Et maintenant qu'on a notre suite de logiciels complète, c'est encore plus facile. Dernièrement, on s'est lancé, bon, c'est pas très original, mais on s'est lancé sur l'intelligence artificielle. Justement, sur ce sujet, c'est un sujet, vous l'avez dit, c'est un sujet dont tout le monde parle aujourd'hui. Mais en quoi ça s'intègre, cette technologie de l'intelligence artificielle, dans des logiciels comme les vôtres? Essayez de nous expliquer ça. Alors, il y a énormément d'usages. Nous, au sein de Lundi Matin, on envisage 3 usages. Le premier, c'est de mettre à la disposition des entreprises un chatbot, mais qui connaissent les données de l'entreprise. Un robot conversationnel, un robot conversationnel, exactement. Donc, que ce soit un chat GPT ou un Mistral ou un autre, qui puisse connaître les données de l'entreprise pour répondre aux collaborateurs en interne qui se posent des questions ou aux clients. On a un deuxième axe qui est de fournir des petites fonctionnalités. Quand je saisis une fiche produit, m'aider à la compléter. Quand je mets une photo sur un produit, m'aider à la retoucher. Donc faciliter le quotidien des entreprises et minimiser le travail manuel. Et en dernier lieu, on ambitionne un jour de faire développer à l'IA des bouts de logiciels sur notre suite logicielle, parce qu'avec les évolutions, on arrive à avoir cette perspective aujourd'hui. La question, c'est pas est-ce que ça sera possible, c'est quand est-ce que ça sera possible. Et il vaut mieux pour nous faire partie des premiers si on veut avoir une place dans le paysage des éditeurs de logiciels. Et je crois que ces technologies, je vous les avais justement présentées lors du dernier CES de Las Vegas, aux côtés de l'agence Adoc, si je ne me trompe pas. Exactement. Très bien. Très bien, on poursuit. Alors, toutes les entreprises ne sont pas non plus anglais sur l'innovation. Mathieu Ed, de votre côté, vous privilégiez plutôt l'efficacité et la performance, je crois. Je crois que ce thème très large va me demander beaucoup d'humilité, surtout vu l'incroyable aventure industrielle de l'Imatec. Quand on fait un métier comme la fonderie et la peinture, je pense que les Gaulois en faisaient déjà. Donc parler d'innovation, je pense que c'est un petit peu ambitieux. Nous, notre ambition, elle a été pendant très longtemps, et elle reste d'ailleurs, de survivre. Survivre parce qu'en face de nous, le marché est mondial. Et donc on n'a plus un Aveyronais, on n'a plus un Breton, on a un Chinois, un Vietnamien, un Turc, un Mexicain en face, avec des armes qui sont différentes, avec des avantages concurrentiels. Et donc,
on n'a pas perdu l'ambition d'être meilleur qu'eux pour un marché européen. Et ça, alors je ne sais pas si ça demande de l'innovation, mais ça demande beaucoup d'intelligence que déploient tous nos collaborateurs et collaboratrices au jour le jour. Donc je pense qu'il y a aussi un axe, on n'est pas obligé d'inventer toujours le fil à couper le beurre tous les jours, bon, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas beaucoup de chercheurs chez nous, quoi. Mais par contre, il faut faire différemment, il faut faire mieux à chaque jour, parce que sinon, de toute façon, on n'a pas d'avenir. Donc je pense que c'est toujours cet aspect-là, et se poser les bonnes questions et faire face à tous les enjeux comme des vraies opportunités demain, même sur nos métiers qui sont centenaires et millénaires. Et alors justement, comment vous faites pour garder de la compétitivité par rapport à des concurrents chinois ? C'est une bonne question. D'abord, on investit massivement, constamment. C'est un rythme effréné et d'où la recherche de capitaux telle que évoquée avant. Pour vous donner une idée, on investit à peu près plus de 10% de notre chiffre d'affaires tous les ans, depuis 15 ans à peu près. Ça nécessite forcément les rentabilités qui vont en face, mais ça ne suffit pas. Et c'est un effort continu pour toujours être au meilleur niveau. Et également se poser des bonnes questions à tous les niveaux pour ne pas être freiné par des freins que notre société pourrait avoir, des freins en termes de compétences, en termes de recrutement, en termes de déploiement d'un marché. Donc très rapidement, on est souvent allé à l'export, là où nos concurrents se contentaient d'un marché français. On a essayé de suivre nos clients. Enfin, voilà, on a essayé de faire différemment de tous les autres. En 1980, il y avait 1200 fonderies en France. On est moins de 200 aujourd'hui. Donc nous, on n'a pas vocation à être les premiers, mais on a plutôt vocation on espère être encore les derniers, quoi. Très bien. Merci à vous. Alors sur ce sujet de l'innovation, justement, Djalil Benabdillah, quel grand conseil donneriez-vous aux dirigeants d'entreprise ? Je ne me permettrai pas Vous êtes dirigeant d'entreprise, je suis moi-même dirigeant d'entreprise et innovante, et puis je ne me permettrai vraiment pas de donner de conseils aux chefs d'entreprise, parce que d'abord, ils sont en plein dans l'innovation, et je vais corriger un petit peu, si je peux me permettre, les derniers propos de mon ami. C'est qu'il fait de l'innovation, mais il ne fait pas de l'innovation technologique, il fait de l'innovation managériale, il fait de l'innovation organisationnelle, de l'innovation sociale. L'innovation n'est pas que technique et technologique, et donc il en fait, c'est certain, et il faut juste qu'on valorise cela. Et moi, j'ai visité plusieurs industries, notamment des fonderies, et je peux vous assurer qu'il y a de l'innovation au quotidien. Par contre, ce qui est vrai, et évidemment quand on parle d'innovation technique, technologique, nous avons un déficit en Occitanie, mais en France en général, de l'innovation, ce qu'on appelle deep tech. Donc ça veut dire la création d'entreprises issues de nos centres de recherche et de la recherche scientifique. Et l'exemple du CEA, du transfert CEA, est parfait dans le domaine de l'aéronautique. Celui de Genvia, qui est un exemple extraordinaire d'un transfert de technologie qui permet un écosystème industriel important, qui va générer plus de 500 emplois et tout, avec toute la supply chain. Donc c'est là où nous, on veut porter le fer, donc doubler le nombre de créations d'entreprises dans la deep tech et travailler sur les pôles universitaires d'innovation pour permettre donc le rapprochement encore et l'articulation entre les chercheurs universitaires, évidemment, la valorisation de la recherche à travers les sociétés de transfert de technologie, mais pas que, ad hoc comme acteur. Juste un mot sur l'innovation, nous disons cela parce que c'est possible. Pourquoi ? Parce que nous sommes la première région en Europe en matière d'efforts d'investissement dans la recherche et développement. Première région en Europe. Nous consacrons 3,7% de notre PIB à la recherche et développement public et privé. Et donc ça doit se traduire chez nous par la création de valeur, création de richesse issue de nos centres de recherche. 52 000 chercheurs en Occitanie, des centres de recherche d'excellence, privés et publics. Tout cela doit se traduire concrètement et doit percoler dans nos écosystèmes de l'innovation. Nous avons un innosystème très dense, très fort, et c'est 100 000 startups qui sont créées chaque année en Occitanie. Donc il y a une dynamique, il y a une énergie, et il faut la renforcer. Merci Jalil. Troisième thématique de notre plateau, on parle à présent de transition écologique. Victor Gajan, je me retourne vers vous. Les pouvoirs publics accompagnent cette fameuse transition écologique avec des incitations fortes. Est-ce que cela provoque chez les usagers un passage à l'acte ?
Oui, en tout cas, c'est la thématique depuis le début où le volume de recherche mensuel est le plus important. Donc il y a vraiment une phase de renseignement qui est important. C'est une préoccupation majeure des chefs d'entreprise. On peut le voir ici avec la granularité des mots-clés qui sont recherchés au quotidien. C'est vrai en France, mais c'est aussi vrai en Occitanie, comme on peut le voir ici, avec 24 000 recherches mensuelles sur cette thématique-là et des recherches qui ne cessent d'augmenter. Ce qui était très intéressant dans cette analyse, c'est de voir le nombre de noms d'entreprises qui sont associés à la requête RSE, RSE SNCF, Orange RSE, RSE Banque. Ça montre à quel point, pour les partenaires d'une entreprise, la politique RSE est importante. Et aussi, et on le verra par la suite, pour les futurs employés ou pour les salariés. Et vraiment, ces requêtes sont vraiment en train d'augmenter. Donc, on voit ici l'importance de la RSE, qui n'est plus un outil de communication uniquement, mais vraiment un axe majeur de développement pour les entreprises de travailler dessus. Et on le voit, puisqu'on voit une augmentation des recherches sur tout ce qui est certification et le ISO 26000 qui concerne la RSE. Ces recherches-là sont aussi en augmentation, donc on voit que les chefs d'entreprise cherchent à passer à l'action et comment passer à l'action. Merci beaucoup Victor. Alors je vais faire réagir Mathued. La transition écologique, c'est évidemment un enjeu pour votre secteur et votre entreprise, mais ce n'est pas le seul enjeu que vous avez à affronter aujourd'hui. Alors pour le coup, nous on est en plein dedans parce qu'on est des très gros consommateurs énergétiques. Donc quand on est les plus gros, c'est là où le levier est le plus important. Donc on a tout notre rôle à jouer dedans. Il est clair qu'aujourd'hui, la sobriété énergétique, décarbonation, RSE, enfin tout ce qui tourne autour fait consensus dans toutes les parties prenantes. C'est clair, que ce soit nos salariés, nos clients, ainsi de suite. On n'a pas encore l'impression que néanmoins que le consommateur final est prêt à payer plus et donc c'est une capacité à nos clients à valoriser ça. Et ce qui pose un problème d'ailleurs, parce qu'à partir du moment où le marché n'est pas prêt à le valoriser et que la RSE, la décarbonation, est un enjeu parmi tant d'autres, parce que en préalable, j'ai essayé de me faire la liste de tous les enjeux qui sont les nôtres, mais les nôtres tous autour de cette table, cybersécurité, l'IA, la robotisation, les recrutements, les investissements, la croissance. À un moment donné, il faut faire des choix et on aimerait tous autour de cette table mettre ces sujets-là en tête de liste, mais la liste est longue et il faut faire... voilà. Donc on essaye de faire au mieux, on essaye d'avoir des ambitions, comme vous l'avez rappelé au début, pragmatiques, avec des objectifs atteignables. On voit qu'à partir du moment où tout le monde est impliqué, on y arrive. Le simple fait d'avoir mis ça comme objectif ces dernières années, on a réduit de manière assez importante nos consommations énergétiques, avant même de trouver des solutions technologiques pérennes, parce que, il faut le dire aussi, sur un certain nombre de technologies, il n'y a pas d'offre aujourd'hui technologique qui nous permettent de décarboner de manière fiable et éprouvée. Donc on attend aussi que le marché puisse nous proposer des solutions applicables. Oh bien, on va attendre avec vous, comme on dit. Sur ce sujet, je me tourne vers vous, Mathilde Boulachin. Alors comment votre positionnement et vos ambitions s'articulent aujourd'hui avec vos engagements en matière de transition écologique? Je crois qu'en la matière, vous êtes adepte de la stratégie des petits pas. Alors c'est vrai. Déjà, je vais répondre de la manière suivante. Pour moi, c'est également un autre devoir. Donc la RSE fait partie intégrante de l'ADN de la société, et ça depuis sa création. Il y a 3 justifications. À mon sens, effectivement, la marque employeur, générer du sens, surtout si on souhaite employer les jeunes générations, fatalement, il faut être congruent. Et ça passe par des démarches RSE poussives. Ensuite, vous avez certains marchés où vous ne pourrez plus pénétrer si vous n'êtes pas avec des certifications fortes ou avec des produits adaptés. Alors nous, on est spécialiste de la Scandinavie. En Finlande, le monopole d'État, en 2030, c'est une réduction de 50% du bilanciel carbone. C'est énorme comme objectif, ce qui veut dire des importations avec des produits diminués en termes de poids. Ou en Suède, une taxation sur les poids. Donc fatalement, si les marchés l'exigent, eh bien, on va tous devoir y passer. Et je ne parle pas que des marchés publics. Et dernier point, le financement. Donc on vient de parler de financement.
Aujourd'hui, si vous souhaitez avoir des prêts bonifiés avec des prêts à impact, comme on les appelle, eh bien, ça passe par une démarche RSE, des ratings EcoVadis, en passant par... et ça, c'est aujourd'hui. Et c'est-à-dire que demain, l'accès au financement sera également... on devra avoir une démarche RSE totalement bien calibrée pour pouvoir accéder à ce type de financement. Donc chez nous, c'est très fort, j'y crois beaucoup. Effectivement, je crois à la légende du colibri, où on fait sa part. Et sa part, ça passe chez nous par l'éco-conception, s'interroger sur les poids des bouteilles, en passant par mettre nos bouteilles en marché en transportant sur des trains, bilanciel carbone, engagement coque vert, etc., etc. Donc petit à petit, et même si nos capacités en termes de certification, nous on se tourne vers plutôt du Bicorp parce qu'on est à l'international et c'est beaucoup plus compréhensible à l'export. J'ai envie de dire, même s'il n'y a pas une démarche certifiante, au minimum, il faut des volontés, ça passe par la gouvernance et puis par toutes ces ramifications. Et il y a énormément d'enjeux, de défis à relever. Et je dis souvent que mon objectif, c'est au minimum de laisser la planète dans l'état où je l'ai empruntée. Et je crois que c'est notre devoir à tous, et en tant que chef d'entreprise, et en tant que citoyen. Florence Robin, justement, en matière d'enjeux, on le voit, Limatech travaille aussi sur l'avion plus vert, et vous obtenez des résultats concrets à ce sujet. Oui, il y a 3 étapes dans l'aéronautique. La première étape, c'est déjà de remplacer les vieilles batteries actuelles qui sont polluantes et lourdes et toxiques par des batteries au lithium qui sont 3 fois plus légères et pas toxiques. Donc, ce n'est pas des matières CMR comme le plomb ou le cadmium, donc cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Donc, il y a vraiment aussi ce côté-là. Donc, le côté poids. Il faut savoir que par exemple 1 kilo embarqué sur un A320, c'est environ égal à 500 litres de kérosène par an. Donc dans un secteur qui est à la chasse au gramme, nous on va faire gagner des kilos. 25 kilos par exemple sur un hélicoptère, 120 kilos sur un A320 par exemple. Et par ce gain de poids, donc ça veut dire réduction de kérosène, donc ça veut dire forcément réduction, décarbonation en fait, réduction du CO2. Là on a fait des petits calculs, en 5 ans de commercialisation, on serait sur 2 millions de tonnes de CO2 d'économiser. Donc ça c'est notre contribution bien sûr pour la planète. Et puis à côté effectivement on met aussi en place d'autres dispositifs. Par exemple nous on est des fabricants de batteries et tous les fabricants de batteries ont des tests à passer sur les batteries. Ces tests plutôt que donc il faut charger, décharger les batteries. Plutôt que de décharger les batteries dans le réseau, c'est en fait finalement de la perte sèche d'électricité. Et on va décharger dans nos propres batteries pour les stocker et puis on récupère derrière. Donc ça souvent les fabricants de batteries font ça. Et puis après, voilà, le lieu, l'emplacement, on essaie d'être proche des gares, on essaie de faire attention, covoiturage, etc., comme tout le monde, je pense. Très bien. Alors évidemment, il y a l'aéronautique, mais il n'y a pas que ce secteur qui émet du CO2. On l'oublie parfois, mais il y a aussi le digital. Benjamin Chalande, comment vous prenez en compte, vous, cette problématique dans votre business ? Alors, chez Lundi Matin, la RSE, elle prend principalement 2 formes. Il y a une forme qui est interne, qui est assez facile parce qu'elle rejoint l'économique. Aujourd'hui, quand vous utilisez un logiciel qui est SaaS ou cloud en ligne, il consomme de l'électricité des serveurs loin de chez vous. Et ces serveurs, ils consomment énormément d'électricité. Ça coûte très cher à un éditeur. Donc nous, on s'évertue à réduire cette facture-là. Et il se trouve aussi que c'est bon pour l'environnement. Donc ça fait coup double. Mais c'est vraiment un sujet qui souvent n'est pas connu du grand public. C'est une facture qui peut parfois aller jusqu'à 30% du revenu d'un éditeur. Alors chez Lundi Matin, on est beaucoup plus performant que ça. Et comme on fait de la croissance externe, quand on reprend une entreprise, c'est un des premiers sujets qu'on regarde. C'est quelle est la consommation des serveurs, où ils sont situés, et on essaye d'améliorer tout ça. Vous apercevez d'ailleurs, quand vous reprenez et retournez les entreprises, qu'au niveau frugalité, c'est pas toujours maximisé. Oui, parce que c'est pas... Alors, les développeurs, c'est un peu des artistes, ils aiment faire ce qu'ils veulent faire, et optimiser les performances, c'est pas toujours l'activité la plus sexy. Donc nous, on essaye de redevenir pragmatique. C'est aussi un des secrets de la rentabilité de l'entreprise. Être pragmatique, ne pas gaspiller, fournir la performance là où il y en a besoin et être économe là où on peut l'être.
Le deuxième axe, et là c'est plus ancré dans l'ADN de Lundi Matin, moi avant de créer Lundi Matin, j'étais commerçant et j'ai pas oublié que c'est le chemin qui m'a permis d'avoir accès à l'entrepreneuriat et aujourd'hui d'avoir une entreprise un petit peu plus importante. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui se globalise, qui se concentre. Quand on parle de financement, il y a énormément de mouvements. Les très grandes levées de fonds, elles visent aussi à créer des super entreprises qui agrègent d'autres entreprises. Et au milieu de tout ça, il y a le petit commerce, il y a le petit artisan qui peine à s'en sortir. Nous, on a été créé en 2007, donc à l'aube d'une grande crise. Aujourd'hui, on vient de la passer, on est en plein dedans encore. Et dans ces crises-là, ce sont plutôt les petites entreprises qui souffrent. Et donc, nos logiciels, on a une vocation, c'est d'aider les petites entreprises qui sont aujourd'hui 90% de nos clients. Donc, on travaille aussi pour des grands comptes, des Galeries Lafayette, des Alstom, des VP, mais on a ce focus sur comment on peut aider les petites entreprises. Bien, Jalil Benabdillah, aujourd'hui, on le voit à travers les témoignages et également les analyses de Victor de Big Happy, on ne peut plus faire de business sans s'engager dans la transition. Oui, les témoignages sont très parlants, effectivement, et la région prend évidemment son rôle au sérieux de chef de file du développement économique pour inciter. On fait depuis quelques mois une tournée des 13 départements qui s'appelle Passer en mode Deveco, et on en a fait 10 déjà, et avec un message simple, il y a 3 leviers de transformation nécessaires, on peut les lister avec un focus sur celui qui nous concerne. Le premier levier, c'est la prise en compte de la transformation environnementale pour prendre en compte les enjeux climatiques et l'urgence climatique qui n'est plus un sujet à débattre, mais plutôt un moment où on doit passer à l'acte et donc faire des choses très concrètes, ça a été dit. Le deuxième, c'est la transformation technologique et digitale qui est aussi nécessaire pour rester compétitif. Et quand on dit le digital, c'est pas seulement la transformation digitale avec les outils, il y a aussi le problème des cyberattaques et de la cybersécurité, mais aussi de l'intégration de l'IA, et donc ça a été dit lundi matin, et réfléchi sur les nouvelles solutions, c'est important. Et le dernier volet qui est indispensable, c'est cette nécessaire transformation sociale et sociétale qui, on a parlé de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, mais ça va aujourd'hui au-delà. La crise Covid est venue cristalliser un certain nombre de choses, et on a vu des pans entiers de l'économie perdre parfois des salariés et l'attractivité. Donc on est obligé, on n'a plus le choix que de faire cela. Donc c'est nécessaire pour pouvoir continuer à progresser, ancrer les entreprises dans les territoires, capter les salariés et faire venir de nouveaux talents. La crise aujourd'hui qu'on connaît, celle de recrutement, puisque jamais on a eu autant d'offres d'emploi sur le marché et toujours des difficultés très importantes à séduire. Donc la marque employeur, pour les sociétés, leur impact sur leur environnement social et sociétal. Donc ça va au-delà. Et il y a des sujets comme par exemple aujourd'hui l'équilibre vie professionnelle, vie privée qui est sur la table, le bien-être au travail, mais au-delà, c'est aussi des sujets d'inclusion, de lutte contre toutes les formes de discrimination, d'égalité femmes-hommes, d'accès au management pour les femmes et donc des postes de décision. Et on pose aussi des questions qui sont plus tabous, celles du partage de la valeur. Donc tout cela, donc on essaie dans cette tournée justement de mobiliser l'écosystème pour dire on n'a pas le choix. On a parlé tout à l'heure de financement, juste un mot pour dire qu'il y a du financement éthique, il y a des thèses de venture capital, de financeurs qui sont aujourd'hui des thèses sur la durabilité, la transition, et la région elle-même conditionne aujourd'hui toute demande d'aide ou de subvention par l'impact score que les entreprises doivent faire. Alors, quand vous avez une très bonne note, ça ne signifie pas que vous allez être financé. Quand vous avez une mauvaise note, ça ne signifie pas que vous n'allez pas être financé pour aujourd'hui, mais c'est incitant pour dire quelle est au moins l'évaluation de votre maturité en matière de transformation et de prise en compte des enjeux sociétaux. Vous parlez justement de marque employeur, de recrutement, de fidélisation. Et bien justement, c'est les thématiques qui seront abordées lors de la dernière séquence de cette émission consacrée aux ressources humaines et au recrutement. Et nous allons une dernière fois nous tourner vers vous, Victor Gajan. Victor, clairement, aujourd'hui, les salariés attendent autre chose de leur entreprise. La fameuse quête de sens est-elle plus que jamais d'actualité ? Elle l'est. Et pour vous répondre, je vais m'appuyer sur une étude que nous avons réalisée l'année dernière. Nous avons étudié 5 millions de recherches annuelles en se posant la question de qu'est-ce que les gens attendaient par le travail.
on a été surpris de voir qu'il y a deux grandes thématiques qui ont émergé. La première, et on y reviendra dans un second temps, c'est avec 52% de recherche, le travail comme lieu d'épanouissement. Et le deuxième, avec 48%, c'est la volonté de changer de travail. Alors, dans cette volonté de changer de travail, on retrouve à l'intérieur deux grandes thématiques qui émergent. Changer d'entreprise, évidemment, il y a de la mobilité depuis tout temps, mais il y a aussi à 47%, et nous avons été très surpris, la volonté de changer de métier. Et derrière la volonté de changer de métier, la recherche sur le bilan de compétences, changer de vie, reconversion professionnelle, droit au chômage, remise en question, nouveaux projets, et des requêtes toujours plus importantes. Du coup, on est allé voir l'autre thématique pour comprendre pourquoi les gens voulaient autant changer de métier et pas uniquement de travail. Deux éléments sont remontés. Pour 68%, vous venez d'en parler, le bien-être au travail. Ce que nous, on appelle les prérequis. Finalement, quand je dis prérequis, c'est l'équilibre vie perso, vie pro. C'est quelque chose qui, depuis 10 ans, s'impose. Mais on a retrouvé avec 32% une thématique en forte augmentation, les nouveaux ressorts de l'épanouissement. Et à l'intérieur de cette thématique, on retrouve pour 48% des recherches, un métier qui me rend fier, un métier qui me permet d'avoir de l'impact sur la société pour 31%, et enfin pour 21%, un métier qui me permet d'être dans l'action. Ce qu'on voit par rapport à ces éléments-là, c'est que si la personne ne retrouve pas le sens dans son métier, au-delà de son entreprise, alors elle est prête à changer de métier. Du coup, on est sur des enjeux de filière, au-delà d'enjeux d'entreprise. Merci beaucoup Victor. Alors Mathilde Boulachin, j'aimerais que nous puissions vous entendre sur ce sujet des ressources humaines. C'est une problématique majeure pour vous, qui trouve une illustration concrète avec vos nouveaux locaux à Béziers. En quoi constitue-t-il un atout en termes de recrutement et puis de fidélisation aussi des talents ? Alors effectivement, des nouveaux locaux, j'ai envie de dire, c'est important pour ce bien-être au travail, se sentir bien, vouloir progresser, être motivé au quotidien de manière totalement inconsciente. Et puis des espaces plus grands. Nous, on avait, comme toute start-up dans le vin, on était en très forte densité au mètre carré. Voilà. Oui, j'étais à la limite d'entreposer les bureaux. Mais oui, des nouveaux locaux, ça fait partie. Mais pas que. Je crois qu'on pourrait tisser vraiment... un mind map très complet sur qu'est-ce qui aujourd'hui fait que le salarié reste au top de sa motivation. Le facteur rémunération n'est plus, alors on n'en a pas parlé, mais c'est sans doute pas le premier atout qui va faire que le salarié est vraiment au top de sa motivation. Je pense qu'il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Alors, chez nous, effectivement, les bureaux en font partie, le bien-être au travail. On attend d'être 20 pour faire le Great Place to Work. On fait on mobilise les équipes avec pas mal de sujets de cohésion d'équipe. Alors, l'action, on est en suractivité constante dans 65 pays, donc je pense qu'ils en manquent absolument pas. En revanche, il y a d'autres clés. Et là, je sors de ma société et c'est la chef d'entreprise qui regarde un petit peu son écosystème qui vous parle. Je pense qu'il y a une petite crise de la valeur travail qui est indéniable. Je pense que quand on parle de quête de sens, eh bien, fatalement, on le trouve au travail, mais pas que. Donc, on n'est pas complètement responsable à 100% de la quête identitaire de chacun. On peut apporter des clés. Par contre, trouver ce sens en matière professionnelle, je pense qu'il faut un petit peu aller au-delà et pas penser que c'est la seule responsabilité incombe à l'employeur. Voilà. Ce phénomène, vous parlez de la valeur travail, de la quête de sens. Est-ce que vous diriez qu'il est emblématique de la génération Z, la génération quête de sens, ou est-ce que c'est plus généralisé ? Et comment on manage justement, vous qui avez dans vos équipes beaucoup de jeunes, parce que notamment votre marché l'exige, car vos consommateurs sont plutôt jeunes aussi. Comment est-ce que vous managez ça ? Alors, ils ne sont pas que jeunes. Non, pas que. Il y a une typologie qui est assez éclectique. En revanche, comment on manage tout ? Alors, j'ai du mal à généraliser. Je ne peux pas vous dire que ce soit les générations X, Y ou Z qui soient particulièrement... Mais en revanche... je pense qu'il y a une petite généralisation parce que tout ça, ça se transmet, vous savez, c'est par capillarité, il y a une petite contamination générale sur le sujet. Et encore une fois, je ne parle pas à l'intérieur de chez Chavin
je vois un petit peu ce qui se passe. Et en étant en lien avec d'autres chefs d'entreprise, j'ai un sentiment général que c'est un petit peu complexe. Donc d'où un certain nombre d'offres d'emploi sur le marché qui sont au jour d'aujourd'hui toujours pas comblées. On peut s'interroger pourquoi, le pourquoi du comment. Alors que oui, il y a des emplois. Moi, je suis la première à avoir quelques offres qui sont encore vacantes. Et pour trouver... Alors, il faut être assez ingénieux, il faut utiliser les nouvelles technologies de l'information, la communication, la marque employeur, et apporter des sujets sur la table qui sont différenciants, donc innover aussi sur un plan managérial, à mon sens, et se remettre en question, parce que oui, on est face à un sujet qui nous dépasse un petit peu parfois, et on s'est dit comment je vais pouvoir appréhender ça. Mais il y a des clés et il ne faut certainement pas s'enliser dans du négativisme. Je pense qu'il y a des très jolis talents. C'est multigénérationnel, ce n'est pas genré, ce n'est pas ethnique. Il y a des talents, voilà. Et je pense que cette diversité fait aussi notre richesse et il faut savoir vivre avec notre temps. Donc adaptons-nous et vite et passons dans un mode positif. Florence Trobin, justement, la jeune génération, c'est également un vrai sujet pour vous en matière de politique de recrutement. Oui, aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile dans tous les secteurs, mais je pense que nous, on a moins de difficultés que les autres parce qu'on est une start-up, parce que impact, avec du sens. En plus, il y a le côté écologique, c'est très important pour eux maintenant. Et c'est vrai que j'ai été assez étonnée de voir les jeunes générations sur quoi ils mettaient le point. C'est pas du tout comme avant, au final. En tout cas, pas la mienne. Mais ceux d'après, ils vont s'interroger sur, par exemple, leur codification de la classification de la convention métallurgique, puisque là, on est dans la nouvelle convention maintenant. Leur convention de travail. Et donc, ils vont vraiment se poser des questions sur des points qu'on ne se posait pas à l'époque. Nous, c'était salaire, horaire au pire, ce genre de choses, quoi. Cadre ou pas cadre. Là, carrément, ils veulent regarder le numéro, le chiffre, la lettre. Est-ce que ça impacte, quoi. Bon, pourquoi pas. Maintenant, les nouvelles générations, moi j'ai vu qu'il y avait quand même des petits soucis au niveau de l'informatique. Je m'y attendais pas du tout. C'est contre-intuitif, ça. C'est totalement contre-intuitif, mais en fait, en y réfléchissant bien, on se rend compte qu'effectivement, ils n'ont plus d'ordinateur à la maison, qu'ils ont plutôt des tablettes et des téléphones, et que quand ils arrivent en entreprise, ils ne savent pas ce que c'est qu'un Excel, par exemple. Donc il faut leur apprendre les outils bureautiques ? C'est ça. Ce qui peut paraître effectivement paradoxal. Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a ce genre de choses, il faut s'adapter. Alors ils sont très doués en réseau, etc. Mais c'est vrai que les ordinateurs, c'est plus ça. Et moi je dis par exemple aux membres de ma famille qui ont des jeunes, achetez-leur des ordinateurs, apprenez-leur les bureaux, la bureautique, les trucs de base, quoi. Parce que sinon, du coup je leur dis, ça leur fera un point en plus par rapport aux autres, quoi, pour l'après. Moi, je pensais que le permis suffisait déjà à être un élément différenciant. J'ignorais que l'ordinateur l'était également, quoi. Voilà. Alors ça vous fera du travail, ça peut-être, Benjamin Chalandre. On ne sait jamais. Alors, pour une entreprise comme Lundi Matin, à la fois innovante et en croissance, le recrutement n'est pas vraiment un sujet. Finalement, vous attirez, vous êtes attractif, vous nous le direz. Mais en revanche, au fond, le grand sujet pour vous, c'est plutôt la formation professionnelle et la transmission des savoirs. Oui, exactement. Alors c'est vrai que dans l'informatique, recruter des développeurs, c'est extrêmement difficile, mais finalement, c'est une difficulté qu'on retrouve dans toutes les entreprises, chez les restaurateurs, chez les industriels. Trouver des personnes et trouver les bonnes personnes. Dans le métier d'entrepreneur, il n'y a rien de plus difficile que les RH. Choisir une bonne personne en quelques minutes d'entretien ou en quelques heures, si on peut y consacrer plus de temps. Manager quelqu'un au quotidien avec la partie interne et externe à l'entreprise, il n'y a rien de plus difficile et je pense que ça ne changera jamais. Et effectivement, nous, on a la chance d'être assez attractifs parce qu'on a la bonne taille. On n'est ni trop petit, ni trop grand, donc c'est rassurant. On est en croissance. C'est intéressant ce que disait Victor tout à l'heure. Les trois sujets, fierté, impact, action, ça ne me surprend pas du tout, même si on l'entend généralement pas. Et effectivement, les gens qui nous rejoignent, c'est les gens qui viennent chercher le défi, l'excitation d'être dans une entreprise en croissance,
qui gagnent des parts de marché, mais qui gagnent, qui progressent. Et je pense que ça, c'est des choses très motivantes, effectivement. Oui, les difficultés de management, alors je suis plutôt vieille école de ce côté-là parce que je ne suis pas pro-télétravail. J'aime bien la rigueur dans l'entreprise, le respect des horaires, ce qui n'est pas du tout à la mode chez les éditeurs de logiciels. Mais je pense que ce n'est pas forcément la génération Z qui est responsable de ça, c'est peut-être notre génération de managers qui se ramollissent un petit peu. Dernièrement, je lisais un article, une interview de Canaillé, l'entraîneur du MHB, qui disait que c'était les conditions difficiles qui créaient les conditions de la performance. Alors, je le résume très très mal, mais il faudra lire son interview. Et que les managers avaient de plus en plus de mal, et pas les managers, pardon, tout le monde avait de plus en plus de mal à se dire les choses. Et c'est cette franchise aussi qui permet de ne pas tomber dans ces zones de trop confort où tout le monde, pour ne pas se brusquer, ne se dit pas les choses. Et ensuite, après, ça crée des tensions qui sont plus difficiles encore à réparer. Donc, les RH, c'est un jeu très difficile pour l'entrepreneur et effectivement, on partage tous les mêmes difficultés et les mêmes plaisirs parce que on est aussi, lundi matin tout particulièrement, mais je suis persuadé que mes confrères ici aussi, on est aussi des entreprises écoles, on participe de plus en plus à la formation. Je crois que chez lundi matin, plus de 50% des développeurs ont fait stage alternance CDI. Et donc, la transmission, elle est toujours importante, quelle que soit l'entreprise, mais elle est encore plus importante quand on est dans un univers mouvant. Mathieu Hed, vous avez décidé de prendre le sujet du recrutement de votre côté un peu différemment parce que vous êtes dans le Lot, que c'est un territoire qui est peut-être un peu moins attractif qu'une grande ville, et pour autant, vous arrivez à remplir ce défi-là. Comment est-ce que vous faites ? Alors, d'abord, je tiens à vous remercier de finir avec ce thème-là, parce que pour le coup, on va être plutôt des bons élèves, je pense. Dans l'industrie, tout le monde en parle, il y a un vrai déficit de recrutement. Et en fait, moi, je profite de cette opportunité pour féliciter toutes les équipes qui s'en occupent en interne chez nous, parce que franchement, on n'en a pas vraiment. C'est incroyable. On n'en a pas vraiment, et surtout quand on se compare aux autres. Je pense que ce n'est pas juste notre ADN de société familiale avec un certain nombre de choses. D'abord parce qu'on s'en est occupé de ce thème-là, parce qu'on ne pensait pas pouvoir s'en sortir aussi bien ces dernières années. On voyait que c'était un déficit à peu près dans toute l'industrie, et donc ça allait forcément nous rattraper. Ça ne nous rattrape pas encore, peut-être que demain. Néanmoins, on a essayé de mettre en place vraiment une politique volontariste. D'abord, on a dédié des équipes à faire ça. Et en fait, un de nos pilier de la RSE, parce qu'on a parlé, souvent on associe la RSE à la décarbonation, mais c'est la QVT, la qualité de vie au travail, parce que en fait, la première action qu'on a définie, nous, pour améliorer notre recrutement, c'est de limiter le turnover. Parce que tout recrutement que vous n'avez pas à faire, c'est un recrutement réussi, de quelqu'un qui est formé, qui est impliqué, et s'il reste, c'est qu'on lui a offert un certain nombre de choses. Donc, les valeurs fortes d'une société familiale, le respect, la bienveillance, l'esprit d'équipe, donc le travail sur la QVT, les évolutions en interne qu'on arrive à proposer avec de la croissance, le pouvoir d'achat, car dans l'industrie, peu le savent, mais en fait, on paye plutôt mieux qu'ailleurs, et donc c'est des vrais avantages que finalement on doit mettre en avant dans cette compétition, parce qu'en fait, on est effectivement en face de la restauration, enfin d'autres secteurs d'activité. On essaie de se positionner. Pour l'instant, au titre de notre entreprise, on y arrive. Donc c'est bien, ça veut dire que les gens se sentent bien au sein de notre entreprise, ça veut dire que le travail ensemble réussit. Et, vous faites des parcours d'intégration à travers des académies, je crois. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Vous l'avez dit, on est au fin fond du Lot, et on a pas mal d'entreprises un petit peu dans nos 7 implantations un petit peu éloignées. Et donc on s'attache à bien accueillir nos collaborateurs et collaboratrices, que ce soit un directeur d'usine, une opératrice, un technicien. Ils vont passer effectivement tous ensemble, et donc ça crée des liens des fois en dehors des schémas hiérarchiques habituels, de qui vous êtes, dans quelle entreprise vous êtes, qui fait quoi, quelles sont nos valeurs, et ainsi de suite. On passe plus de temps effectivement à expliquer notre ADN que précédemment.
Très bien, merci pour ce témoignage. Merci beaucoup, Djalil Benabdillah. Alors, je me tourne vers vous. J'aimerais que nous puissions vous entendre sur ce sujet, évidemment, du recrutement, des ressources humaines. Et puis, si vous le voulez bien, au regard de tout ce qui a été dit au cours de cette émission, le mot de la fin. Oui, le recrutement est un sujet majeur pour la région. Évidemment, les enjeux ont été posés par les entreprises. Nous prenons notre part sur cette animation-là parce que, d'abord, de manière directe, avec par exemple des financements pour permettre aux entreprises d'aller chercher des profils pénuriques. On a par exemple un pass RH qui finance jusqu'à 50% du coût d'un recrutement de profils difficiles à atteindre. On a avant l'habitude de dire par exemple des secteurs qui étaient habitués à ces tensions de recrutement comme le digital, etc., où il y a une certaine volatilité. Aujourd'hui, aucun secteur, c'est ce qu'on constate, aucun secteur, que ce soit l'industrie, l'artisanat, n'échappe à cette tension. Donc il y a la problématique de la quête de sens, et on a parlé tout à l'heure de travail nécessaire pour, on va dire, la RSE, la marque employeur, pour garder ses salariés. Mais il y a d'autres enjeux qui sont liés, par exemple, aux outils numériques, digitaux, nouveaux. Aujourd'hui, la concurrence peut venir de l'international. On recrute quelqu'un tout en le laissant chez lui parce qu'il fait du télétravail et il a un meilleur salaire. Donc la compétition, elle est pas seulement entre secteurs et intra-régionale, elle est avec d'autres pays même. Et donc il faut d'autres choses. Il faut donner et des conditions de travail qui sont excellentes, développer donc cette quête de sens, y répondre, mais aussi donner aussi de l'ambition, ça a été dit, donner des projets. Et l'innovation managériale, elle est importante ici pour s'adapter à ces nouveaux systèmes, pour pouvoir capter. Dans le cadre de la formation, qui est très importante, parce qu'il faut préparer les métiers de demain et les enjeux sont très importants sur l'énergie, sur la transition écologique, sur la transformation de nos modèles économiques qu'on appelle dans nos voeux, et bien sur la formation, dans le programme régional de la formation, il y a beaucoup d'outils qui permettent de former les compétences de demain et continuer à fournir donc, on va dire, ces nouvelles générations qui vont répondre à ces enjeux. Par exemple, il y a un dispositif qui s'appelle Innov'Emploi qui permet à des entreprises de former donc des personnes donc éloignées de l'emploi aujourd'hui, mais c'est pris en charge à 100% et on peut faire des contingences très petites. Donc à partir de 4-5 personnes, on peut donc recruter et adapter donc, la formation aux besoins de l'entreprise. Il y a beaucoup d'outils, je ne vais pas tous les développer ici. En tout cas, la région est très mobilisée sur cette question-là, essayer d'accompagner les entreprises. Je dis aussi, donc, je vais parler des passes, des contrats et un certain nombre de subventions et de on va dire, d'avances remboursables. Mais la région n'est pas seulement un chéquier, c'est très important. On finance évidemment aux côtés de l'État un certain nombre de développements. La région, c'est aussi de la compétence, de l'expertise, de l'aménagement du territoire, du développement de filières. Et donc, l'agence ADOC, qui est la plus importante agence de France, elle a mieux structurée, elle accompagne les entreprises au quotidien, et d'où notre partenariat dans cette émission. Et pour justement amener pas seulement l'ingénierie financière, mais aussi de la compétence et de l'expertise pour vous accompagner et sur le recrutement, sur le développement, sur l'international, sur tous les champs on va dire, d'activité de l'entreprise. Très bien, évidemment, si un entrepreneur ou une entrepreneur souhaite avoir des informations, il n'a qu'à pousser à la porte d'ADOC pour avoir des retours. Notre agence est présente sur tous les territoires, à travers notamment les maisons de la région qui sont présentes dans tous les départements. Vous avez même des équipes spécialisées emploi-formation pour ces thématiques-là. Donc, soit que vous soyez via le site internet de la région, soit celui du Hub qui donne les aides possibles, soit directement via l'agence ADOC ou à travers les maisons de la région, la porte de la région est grande ouverte et nous sommes tous accessibles pour répondre aux demandes des entreprises. Bien, cette émission touche à sa fin. Merci à nos intervenants, merci à nos invités, nos témoignages. Merci Alexandre. Merci Martin. Voilà, et toutes les équipes de la lettre M et de tous les coups qui nous ont aidés à préparer cette émission, ainsi que celle d'ADOC et de l'agence Big Happy. Vous pouvez voir et revoir cette émission à la fois sur la chaîne YouTube de la lettre M, également sur le portail ADOC et sur le portail vidéo Tous les coups TV. Et puis un merci spécial pour le studio qui nous a accueillis ici et à François, son réalisateur. Merci encore. Merci à tous.